Bonjour et soyez les bienvenus dans Géopolitis. Cette semaine, nous nous penchons sur la thématique de l'eau, source de tension. Alors que le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique vient d'être inauguré sur le Nil par l'Éthiopie, provoquant la colère de l'Égypte et du Soudan, ceux qui s'imaginent que l'Égypte restera indifférente à une menace existentielle pour sa sécurité hydrique se trompent. D'autres bassins fluviaux ou lacustres transfrontaliers dans le monde constituent des foyers de discorde, des tensions qui pourraient s'accroître d'autant plus fortement que le dérèglement climatique s'accélère. Pour éviter les frictions, la clé réside dans la signature d'accords. La Suisse, château d'eau de l'Europe, et la France viennent de s'entendre sur la gestion des eaux du Léman et du Rhône après des années de négociations. Aucun des deux pays seuls n'a toutes les clés pour assurer justement cette bonne gouvernance et cette vue d'ensemble. Donc on a besoin d'être ensemble. L'accès à l'eau est un droit humain fondamental. Or, des infrastructures en Ukraine font l'objet de cibles militaires. À Gaza, les bombardements et le manque de carburant ont rendu une grande partie du réseau d'eau potable inutilisable. Les enfants titubent de vertige. Ils sont incapables de se réveiller à cause du manque de nourriture et d'eau. Je vous jure, je les ai même laissés boire de l'eau salée. Plusieurs organisations humanitaires dénoncent des destructions ciblées. Il vient donc d'être inauguré avec faste par l'Éthiopie. Le barrage dit de la Renaissance sur le Nil bleu provoque, on va le voir, une inquiétude majeure ainsi que de vives tensions. Le Soudan et l'Égypte, tout particulièrement, craignent pour leur approvisionnement en eau. L'eau est souvent la source d'enjeux géopolitiques. Il existe même une discipline spécifique pour étudier le phénomène, l'hydropolitique. Il faut dire que les eaux transfrontalières représentent 60% des flux d'eau douce mondiaux. Pour être précis, 286 bassins fluviaux et lacustres transfrontaliers sont partagés par au moins 2 pays. Or, la pression se fait d'autant plus grande que le dérèglement climatique sévit de plus en plus dramatiquement. On en parle avec notre invité, Christian Breteau. Il co-dirige la chaire UNESCO d'hydropolitique. Mais avant cela, voyons quelques exemples de grands fleuves transfrontaliers qui font l'objet de crispations, voire d'importantes frictions. Elsa Anguinolfi et Mélanie Ohaillon. En un peu plus d'un siècle, le débit du Colorado a diminué de 20%. Sécheresse, dérèglement climatique, mais aussi irrigation intensive des cultures. Il y a plus d'eau répartie entre tous les utilisateurs du fleuve Colorado que l'eau qui existe réellement. C'est la base de tous les problèmes. Le partage des eaux du Colorado, mais aussi du Rio Grande, appelé Rio Bravo côté mexicain, est fixé par un traité signé en 1944 par le Mexique et les États-Unis. Il détermine le volume d'eau qui revient à chaque État. Mais ces dernières années, le Mexique n'a pas transmis aux États-Unis les quantités prévues. Le Mexique vole l'eau des agriculteurs texans. Nous continuerons à mettre la pression, notamment par des droits de douane et peut-être même des sanctions, jusqu'à ce que le Mexique respecte le traité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a moins d'eau dans le Rio Bravo. Surtout parce que nous avons connu près de 4 années de sécheresse. Sous pression, le Mexique a finalement transféré plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau aux États-Unis, malgré la situation critique de ses réserves. Certaines villes manquent d'eau, comme Tijuana et ses près de 2 millions d'habitants qui dépendent en majeure partie du Colorado pour leur approvisionnement. Le canal Funan Teco, un chantier titanesque inauguré en grande pompe par les autorités cambodgiennes. Une voie fluviale de 180 km qui offrirait une route alternative pour le transport de marchandises en connectant le Mekong au golfe de Thaïlande sans passer par le Vietnam. C'est un canal qui existe, qui est utilisé depuis plus de 2000 ans. Nous devons juste l'élargir et l'approfondir pour permettre à des navires pouvant transporter jusqu'à 3000 tonnes de relier directement Phnom Penh à notre mer, à Kep. Le projet, en partie financé par des investissements chinois, inquiète le Vietnam. Certains analystes craignent une possible utilisation du futur canal par des navires militaires, cambodgiens ou peut-être même chinois.
Près de 2 km de large, 145 mètres de haut, l'Éthiopie vient d'achever les travaux du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, construit sur le Nil bleu. Photos, vidéos et mots ne rendent pas justice au grand barrage de la Renaissance. Seules les personnes qui le voient en personne peuvent comprendre sa valeur. Il démontre à lui seul que nous, en tant que peuple noir, pouvons réaliser tout ce que nous planifions. C'est la plus grande réalisation de l'histoire du peuple noir. Le barrage est une source de tension avec le Soudan et l'Égypte situés en aval du fleuve. Ils craignent une réduction du débit du Nil sur leur territoire. J'ai également souligné le rejet total par l'Égypte des mesures unilatérales dans le bassin oriental du Nil, qui devrait être une source de coopération et non de conflit. Et ceux qui s'imaginent que l'Égypte restera indifférente à une menace existentielle pour sa sécurité hydrique se trompent. L'Égypte dépend quasi uniquement du Nil pour la couverture de ses besoins en eau. Christian Breteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en gouvernance de l'eau à l'Université de Genève. Vous êtes aussi co-directeur de la chaire UNESCO en hydropolitique. On y reviendra sur ce terme. L'Éthiopie vient d'inaugurer le plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique. L'Égypte et le Soudan ne décolèrent pas depuis l'annonce de ce projet. Il y a même eu des menaces de représailles militaires. C'est certain, est-ce qu'on peut le dire, c'est certain, il y aura un impact sur les pays situés en aval ? Oui, lorsque l'on parle d'une infrastructure de cette dimension, les impacts sont certains à l'aval, malheureusement. Néanmoins, un barrage ne peut pas retenir toute l'eau, et donc l'eau va continuer à s'écouler. Maintenant, la question critique qui va se poser, c'est qu'est-ce que l'on fait lors des situations d'extrême climatique et notamment de sécheresse, et comment les États parviennent à s'organiser pour éviter que des tensions découlent sur des conflits. Et là, en l'occurrence, l'absence d'accord pose problème, notamment pour ses capacités d'anticipation et d'adaptation au changement. On sait l'attachement de l'Égypte pour le Nil, évidemment, et la place du symbolique, de l'histoire dans tout cela. C'est important aussi à relever. Oui, alors il y a une dimension infrastructurelle, technique, mais la dimension symbolique est extrêmement forte. On parle d'hydronationalisme, avec d'un côté notamment l'Égypte qui a eu un leadership régional extrêmement fort, avec des droits acquis sur le Nil qui étaient hérités de l'époque coloniale, et de l'autre côté, une puissance émergente, l'Éthiopie, qui, elle, veut contribuer notamment à l'électrification de l'Est africain, qui voit dans cette infrastructure, évidemment, une capacité à s'imposer comme nouvelle puissance sur l'Est africain. Alors, il y a bien sûr d'autres grands fleuves qui font l'objet de tensions parfois potentielles. Exemple du Mékong, qui traverse 6 pays. On est vraiment là au cœur de l'hydropolitique. Oui, l'hydropolitique, c'est vraiment analyser les rapports de force qui s'articulent autour de la gestion et du partage de l'eau. Et lorsque vous avez un fleuve qui va évidemment traverser différents pays au sein d'un même bassin versant, vous aurez des États qui auront des capacités d'action différentes, des objectifs également différents, et donc une situation assez propice pour l'émergence de conflits, de tensions, mais aussi pour la définition de cadres de coopération qui vont permettre de structurer la coordination entre l'amont et l'aval. Les eaux souterraines, les nappes phréatiques, on a tendance à les oublier. Elles, évidemment, provoquent aussi des rivalités importantes. Oui, bien sûr. Et les nappes phréatiques sont une histoire à part, puisque c'est quand même une quantité d'eau qui représente 30% de l'approvisionnement en eau douce à l'échelle globale. Et il y a ici un paradoxe, parce que malgré cette importance considérable de ce volume d'eau, on a très peu de connaissances sur le fonctionnement de ces systèmes, à la fois du point de vue quantitatif, qualitatif, du point de vue du renouvellement de ces nappes phréatiques. Et à l'échelle transfrontalière, cette lacune se reflète par l'absence de cadre de coopération. À l'échelle globale, on a uniquement 10 accords, un peu moins de 10 accords structurants pour la gestion transfrontalière d'aquifères partagés, et parmi ces accords, très peu de substantiels en regard des modes opératoires. Et donc cette lacune va certainement déboucher malheureusement sur des situations de tension lorsque ces nappes phréatiques seront de moins bonne qualité ou seront moins disponibles en termes de quantité. Alors heureusement, l'eau n'est pas seulement synonyme de tension, elle rassemble les communautés et de nombreux accords de coopération et traités sur les ressources en eau ont été signés. C'est le cas notamment en Afrique, par exemple avec le Zambèze ou le fleuve Sénégal. En parlant d'enjeux régionaux beaucoup plus proches, rappelons que la Suisse et la France viennent de conclure 2 accords sur la gestion des eaux du lac Léman et du Rhône, près de 14 ans après les premières discussions sur le sujet. Ces accords visent à coordonner la gestion de ces eaux, y compris lors de crues ou de sécheresses. La France réclamait par ailleurs cette coordination en raison notamment de ses besoins en eau pour refroidir les centrales nucléaires situées le long du Rhône. Alors, Christian Breteau, la Suisse qui détient quelques 6% des réserves d'eau douce de l'Europe,
on sent que la pression augmente pour la Suisse. Oui, on dit que la Suisse est le château d'eau de l'Europe, à juste titre. Hein. N'oublions pas que les grands fleuves européens prennent la source en Suisse. On parle du Rhin, on parle du Rhône. Et donc, la Suisse est évidemment scrutée par ses voisins dans les décisions stratégiques qui sont opérées. Et l'accord franco-suisse dont vous faites mention sur la gestion du Rhône, on est quelque part l'illustration. Puisque pendant longtemps, on avait des modus operandi qui fonctionnaient très bien à l'échelle régionale, sans forcément une velléité française de remettre ces mécanismes en question. Mais le changement climatique a poussé les parties françaises à revenir à la table de négociation, exigeant une flexibilisation des accords et des mécanismes en cours entre les deux pays. Changement de lieu, maintenant, je vous propose de partir en Irak. Nous allons voir ce que sont devenus les marais de l'antique Mésopotamie qui abritaient, selon la tradition, le jardin d'Éden de la Genèse. Or, ces marais de Shibaïch en Irak, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'assèchent de manière dramatique. On va le voir avec Anne Delette. Dans cet immense territoire du sud de l'Irak, s'étendaient à perte de vue des marais et des roselières, berceaux d'une civilisation plurimillénaire. Éleveur de père en fils, Watek Abbas a perdu la moitié de son troupeau. Impuissant, il assiste à cette lente agonie. Nous souffrons à cause de la sécheresse. Notre seule demande au gouvernement, c'est de nous fournir de l'eau. C'est tout ce que nous voulons. Pendant des milliers d'années, les Arabes des marais, les Madanes, ont vécu en harmonie avec la terre et le ciel dans ce jardin luxuriant. Pêche, rizière, élevage de buffles d'eau, vannerie. Aujourd'hui, ils constatent impuissants la baisse du niveau de l'Euphrate qui par endroits laisse la place à de vastes paysages de désolation. 50 degrés pendant l'été sont difficilement supportables, tant pour les bêtes que pour les hommes. La sécheresse de cette année est la plus grave. Elle se prolonge depuis 5 saisons, en fait depuis 2021. Éleveuse de bovins et de buffles, cette femme est fatiguée. Elle a perdu la plupart de ses bêtes en raison de la déshydratation et des infections. Comme vous pouvez le constater, l'eau est rare, ce qui nous oblige à migrer continuellement d'un endroit à un autre, accablés de chagrin. Mais la sécheresse n'explique pas tout. Il y a aussi de nombreux barrages construits dans les pays voisins de l'Irak. En Turquie, le barrage Atatürk ponctionne l'Euphrate. L'Iran n'est pas en reste avec le barrage de Karké, sur un affluent du Tigre. Cette raréfaction de l'eau force le gouvernement irakien à faire des choix. Il semblerait que les peuples des marais fassent partie des oubliés. Nous ne savons plus où aller. Nos vies sont finies. Nous protestons et personne ne nous écoute. Souvent menacés au cours de l'histoire par les pouvoirs en place, les célèbres marais de Mésopotamie font face aujourd'hui à un défi qui pourrait leur être fatal. Christian Breteau, voilà un exemple de désastre écologique, de drame aussi pour la population et la biodiversité. Oui, effectivement, un drame pour les écosystèmes, une exode de la population en conséquence également. Un drame qui résulte des impacts du changement climatique, mais pas seulement. On voit également aussi des politiques d'infrastructure qui se développent dans les pays amont et qui ont des impacts directs sur les débits à disposition pour l'alimentation de ces marais. Des barrages. Exactement, des barrages qui ont été construits. Mais certainement, les conséquences pour les écosystèmes et pour les populations d'écoles sont désastreuses. Le dérèglement climatique, là aussi, on est au cœur du sujet, qui ouvre de nombreuses incertitudes. Est-ce que les tensions vont se multiplier dans le futur ? Oui, alors on constate effectivement une recrudescence des tensions, surtout aux échelles régionales. À l'échelle internationale, pour le moment, l'eau demeure plutôt un vecteur de coopération que de conflit, bien que la situation pourrait évoluer malheureusement rapidement. Et effectivement, on voit que ce stress hydrique va mettre les cadres de gouvernance sous tension, d'où la nécessité d'avoir des cadres qui soient suffisamment en capacité d'anticiper les impacts du changement climatique. Donc la simple existence d'un cadre institutionnel, réglementaire, partagé est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il faut réussir à le flexibiliser avec des dispositions qui anticipent ces changements profonds. Alors, tout dépend des accords, mais aussi des choix politiques qui sont faits aujourd'hui pour le futur. Tout à fait. On a l'habitude de dire qu'une crise de l'eau est aussi une crise de gouvernance, et peut-être plus une crise de gouvernance au final. Et on a des leviers politiques qui permettent effectivement d'anticiper les changements, de parfois trouver des solutions aux impacts du changement climatique. Mais pour ce faire, il faut une volonté politique. Et à titre d'exemple, vous avez encore aujourd'hui des métropoles
pôles d'importance mondiale, tels que Mexico par exemple, qui connaissent des taux de fuite sur leur réseau d'adduction d'eau qui sont équivalents à 40-50%. Et là, ce n'est pas une question de changement climatique, mais bien une décision politique qui doit porter sur le renouvellement des infrastructures et sur l'économie de l'eau. Gestion inadéquate, et également aussi en termes de consommation d'eau. Oui, en termes de consommation, il y a certainement un levier également qui peut exister. On l'a vu notamment dans la crise de la ville du Cap, qui est passée à 2 doigts de ce qui a été appelé le jour zéro, où les robinets ne pouvaient plus simplement produire de l'eau potable ou distribuer de l'eau potable. Et on a vu à ce moment-là que les changements de comportement ont permis de complètement changer la trajectoire pour permettre en fait de pallier cette crise, ce déficit hydrique, jusqu'à que les pluies puissent revenir. Alors, toute autre situation maintenant, lors des guerres, les infrastructures de distribution d'eau et les systèmes hydrauliques peuvent être touchés par les bombardements ou constituer des cibles directes. On le voit en Ukraine. C'est ce que dénoncent aussi plusieurs organisations humanitaires dans la bande de Gaza, où la crise de l'eau s'est encore aggravée. Rachel Leby. C'est une ligne de vie en plein désert. Ce pipeline d'eau dessalée relie l'Égypte à la bande de Gaza où les robinets sont à sec depuis des mois. Ce projet repose sur la production d'eau provenant des usines de dessalement émiratis situées du côté égyptien et il permettra d'alléger le fardeau de la pénurie d'eau dans la bande de Gaza. Dessalée en Égypte, l'eau est acheminée sur plus de 6 km jusqu'à une zone de déplacement entre Rafah et Khan Younes dans le sud de Gaza. Financé par les Émirats arabes unis avec l'accord d'Israël, ce projet doit fournir 15 litres d'eau par jour à quelques 600 000 déplacés. Une goutte d'eau face à la pénurie qui frappe Gaza. Ailleurs dans l'enclave, l'aide humanitaire et la réparation des réseaux d'eau endommagés par les bombardements restent fortement restreintes par les autorités israéliennes. Une crise aggravée par les coupures d'électricité qui entravent le bon fonctionnement des usines de dessalement. Les enfants titubent de vertige. Ils sont incapables de se réveiller à cause du manque de nourriture et d'eau. Je vous jure, je les ai même laissés boire de l'eau salée. Selon l'UNICEF, plus de 2 millions de Palestiniens feraient face à une sécheresse provoquée par l'homme. Les organisations humanitaires dénoncent des destructions ciblées des réseaux d'eau et le blocage des livraisons de carburant essentiel à la production d'électricité et d'eau potable. Selon elles, l'eau serait utilisée comme une arme de guerre. Tout le monde à Gaza vit en dessous du seuil critique d'accès à l'eau. Alors la malnutrition explose chez les enfants. Il manque la ressource la plus essentielle à la survie, l'eau. Je n'ai jamais vu un tel niveau de détresse. Des accusations qu'Israël rejette fermement, affirmant que ces opérations militaires visent uniquement le Hamas. Je dirais que malgré la forte pression exercée en Israël, l'eau, l'électricité ont continué à être fournies. De son côté, la Cour pénale internationale a émis fin 2024 des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, les accusant d'avoir privé Gaza de ressources vitales comme l'eau, la nourriture et les soins médicaux. Christian Breteau, l'enclave de Gaza est assiégée, dévastée et en manque criant, dramatique aussi, d'eau, selon l'ONU et de différentes ONG, des organisations humanitaires qui dénoncent une destruction ciblée des infrastructures. Peut-on dire que l'eau est ici clairement devenue une arme ? Ce que l'on voit en tous les cas, c'est qu'attaquer les infrastructures hydriques n'est plus un tabou. Et on voit des attaques directes sur des retenues, sur des infrastructures de stockage, de potabilisation ou de dessalement de la ressource en eau. Si l'on regarde les chiffres qui sont donnés aujourd'hui par la municipalité de Gaza, par exemple, on se rend compte que 70% des infrastructures de stockage sont détruites. Ce qui est proprement scandaleux, avec uniquement 3 litres d'eau par habitant dans la population palestinienne à ce jour. Donc évidemment, lorsque l'on parle de l'eau comme un droit humain fondamental, on voit que l'on est tout à fait en dehors de ces standards-là. Et cette situation, évidemment, ne va pas vers une amélioration, puisque les conditions de cadre pour des réparations ne sont pas offertes par les belligérants et par l'armée israélienne en particulier. Donc on a une situation de crise de sécurité hydrique qui pose un vrai problème, effectivement, en termes de droits humains fondamentaux. Vous avez évoqué les usines de dessalement. Là, il faut dire qu'il y a pénurie d'électricité et de carburant également, qui a un impact sur ces usines. Oui, ce n'est pas seulement les infrastructures en eau, mais c'est l'ensemble des infrastructures critiques qui soutiennent la vie dans un milieu urbain. Et effectivement, il y a des effets en cascade qui sont extrêmement puissants, avec typiquement des attaques sur des infrastructures énergétiques qui vont
mener à des pénuries d'eau à cause d'usines de dessalement, par exemple, qui ne peuvent plus fonctionner. Donc il s'agit de voir l'ensemble de ce système et de considérer l'ensemble de ce système également dans la protection des populations civiles. Quelles sont les règles du droit international en matière d'eau ? Alors, il y a tout d'abord un élément fondamental, c'est comme je l'ai dit préalablement, l'eau est un droit humain fondamental, et ce, depuis 2010. Donc, a priori, c'est une ressource qui doit être constamment protégée. Ensuite, on a un droit international humanitaire et la Convention de Genève qui s'assure que les populations civiles soient protégées en cas de conflit, avec notamment l'interdiction de cibler des biens qui puissent mener à des défauts, des pénuries permettant de soutenir la vie humaine simplement dans des zones de combat. Et enfin, des infrastructures sont protégées également. Il est interdit d'attaquer des barrages ou des centrales nucléaires, par exemple, à cause des conséquences que cela peut avoir pour les populations civiles environnantes. Et vous le constatez, hein, le droit humanitaire international, le droit international humanitaire, pardon, est de plus en plus bafoué dans le monde. En tout cas, sur la protection des infrastructures hydriques, on le voit, c'est très clair, malheureusement, avec un paradigme qui a changé, notamment avec l'avènement de l'État islamique, et notamment la prise du barrage de Mossoul qui a été utilisé comme une arme de guerre, d'assèchement ou d'inondation. Puis ensuite, de nombreux cas qui ont été démontrés où l'on a eu des attaques directes sur des infrastructures hydrauliques, que ce soit au Soudan, à Gaza, comme on en a parlé préalablement, mais encore en Ukraine, aussi en Ukraine, où des barrages ont été bombardés récemment. Christian Breteau, merci. Merci infiniment. Merci. La pollution des eaux est aussi germe de friction. Dans le nord de la Thaïlande, une rivière est polluée par les activités minières menées de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. Cette menace sanitaire et environnementale dans la région du Triangle d'Or crée des tensions diplomatiques. Nathalie Boujard. Habituellement, ces hommes vivent de la pêche. Mais depuis quelques mois, certains poissons semblent malades. Ils présentent des masses anormales, comme le montrent ces photos d'une association thaïlandaise de défense des rivières. Alors ces pêcheurs prélèvent désormais des échantillons d'eau. C'est que la rivière Kok, qui prend sa source en Birmanie et se jette dans le Mékong près de la frontière laotienne, est contaminée par des boues toxiques. Nous attrapons beaucoup de poissons maintenant que c'est la saison du frai. Avant, nous les vendions à des intermédiaires et nous gagnions bien notre vie. Mais maintenant, il y a un problème, parce que certaines personnes nous disent « Il y a de l'arsenic, je ne veux pas manger ce poisson ». Dans la région, le taux d'arsenic de la rivière a atteint, selon les autorités thaïlandaises, jusqu'à 49 microgrammes par litre. C'est près de 5 fois le seuil maximal recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Une menace pour les humains, mais aussi les écosystèmes. Il devrait régler le problème à la source. Nous savons déjà d'où vient la pollution. Je veux que le gouvernement et les agences responsables prennent le problème à la racine. L'origine de cette pollution se trouverait, selon les autorités thaïlandaises, juste de l'autre côté de la frontière. Dans ces collines verdoyantes birmanes, les mines se sont multipliées. L'extraction, notamment d'or, de terres rares, se fait avec des produits chimiques qui polluent les sols, les rivières, les nappes phréatiques. Selon des experts, ces mines sont dirigées par des entreprises chinoises. Ce problème trouvera une solution si les gouvernements thaïlandais, birmans et chinois travaillent ensemble. Autrement, nous ne pourrons pas enrayer la situation. Une pollution devenue régionale, elle concerne déjà au moins 2 autres rivières au nord de la Thaïlande, ainsi que le Mékong. Merci d'avoir suivi ce numéro de Géopolitis. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver via les plateformes de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde ou sur notre chaîne YouTube. Bien à vous et à très vite.